Bon, on va essayer d'être le plus court possible. J'interviens comme médecin bénévole de Secours Populaire. J'ai écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup de satisfaction l'intervention de notre ami Jean-François Mattei, on travaille non seulement ensemble sur beaucoup de sujets en France, mais aussi il y a eu aussi beaucoup de rencontres à l'échelle internationale et particulièrement, je me rappelle, après le tsunami sur l'île de Sumatra et à Aceh. J'ai dit ça pour l'expérience que je suis médecin, bénévole au secours, l'expérience entre le cabinet médical et l'expérience qui nous a amené dans les permanences d'accueil du Secours populaire français. Au cabinet médical, comme vous le savez tous, c'est très difficile de prendre en charge la question sociale. On n'a pas le temps, mais on découvre au fur et à mesure qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à la consultation et au bout d'un certain temps, on leur demande par rapport aux soins dentaires, par rapport à d'autres mesures, de faire le nécessaire, on ne les voit pas. Et quand on va les voir après, on les voit avec des complications. Ce qui a amené à faire des études au niveau des permanences d'accueil de Secours populaire pour voir pourquoi il y a cette coupure en matière de droit à la santé et en matière d'expérience au niveau social. Ce qui nous a amené à regarder dans les permanences d'accueil, comme vous le savez, Secours populaire, il y a une centaine de fédérations, 650 comités, un peu partout en France. Donc il y a un réseau important de volontaires, 82 000 volontaires au niveau de l'association. Et donc on a été dans ces permanences et on a découvert pourquoi ces personnes n'arrivent plus à continuer et à suivre le système de soins et abandonnent le droit. Et à ce moment-là, on a vu qu'il y a une importance capitale en matière d'accompagnement. Distribuer des colis alimentaires ne suffit plus. Donner des indications concernant l'éducation et la santé, ce ne suffit plus non plus. Et donc, il y a eu cette étude et il y a des ateliers qui prennent en charge la globalité du problème de l'être humain, sur le problème de santé, les problèmes alimentaires, les problèmes vestimentaires, les problèmes aussi d'ordre social, psychologique, aussi concernant les enfants. Sous le poids des charges et des problèmes, l'être humain arrive à un certain moment où il y a une coupure, il oublie ses droits. Donc il y a besoin, et là, il y a un travail à faire, non seulement avec l'association, mais aussi avec d'autres associations. Et au cours de notre session, on va écouter les amis de différentes associations qui vont parler de tous les problèmes où ils sont confrontés aux problèmes non seulement d'ordre médical, mais aussi d'ordre social. J'avais la mutuelle par mon patron, quoi, à la fin. Et après, du coup, comme j'avais plus de travail, donc j'avais plus de mutuelle. Donc je suis allée voir l'assistante sociale pour qu'elle me fasse la CMU. Elle m'a dit à faire le dossier. Donc il manquait toujours des papiers. Et ça a mis 2 mois avant que je puisse l'avoir, la CMU. Donc pendant 2 mois, il a fallu que je fasse attention, quoi, voilà. Parce que j'avais pas de garantie, quoi. Facilement, parce qu'on a peur d'avancer, faire des avances de l'argent. Ou sinon, il y a des médecins qui sont réticents quand ils nous voient avec la carte CMU, l'aide. Ça vous est arrivé? Ah oui, moi, ça m'est arrivé avec un dermato, de me refuser parce que j'ai la CMU. Bah, vous vous sentez mal à l'aise. Vous vous sentez comme pour moi, personnellement, comme une personne qui sert à rien parce qu'on peut pas faire l'avance. Et voilà, et on fait partie de la CMU ou de l'aide sociale. Ils nous prennent pas parce que, voilà... on ne peut pas leur donner l'argent. Il manquait toujours un papier, il manquait ceci, cela, ça traînait parce que comme des questions qui étaient difficiles quand même. Voilà, des papiers. Donc, comme mon patron, je n'avais pas pu avoir mes bulletins de salaire, donc il a fallu que je passe par le prud'homme pour les avoir en urgence, quoi. Et il me la donne jusqu'au 17 mars pour l'instant. Voilà. Et après on verra si c'est renouvelable. 2016. Donc après on verra si c'est renouvelable ou pas. Voilà. Je m'en sers, oui. Parce que j'ai encore une fille à charge avec moi, quoi. Une fille de 17 ans, qui est en charge avec moi, quoi. Je donne plus à mes enfants qu'à moi-même aussi. Donc je mettais plus de côté en disant ouais, j'ai rien de spécial, j'ai mal à la tête, je voudrais ça. Mais bon, je préfère laisser de côté au cas d'urgence, il y avait un de mes enfants qui était malade. Je préfère mettre de l'argent de côté pour mes enfants que pour moi-même. La parole maintenant à M. Vincent Beaugrand pour les fonds CMU. Merci pour l'invitation. Merci pour l'introduction qui effectivement résume une partie des problèmes qu'on va tenter d'aborder aujourd'hui. Je suis Vincent Beaugrand, directeur du fonds CMU. Le fonds CMU, c'est l'établissement public qui gère 2 dispositifs, la CMU complémentaire d'une part, l'aide à la complémentaire santé d'autre part. Alors je vais ouvrir un peu
mon sujet, mais néanmoins, c'est principalement sur ces deux sujets-là qui sont, je pense, aussi les plus importants pour la lutte dans l'accès aux soins. C'est principalement sur ces deux sujets-là que je vais centrer mon propos. Je rappelle quand même l'ensemble des dispositifs d'accès aux soins. La CMU de base, je l'ai remis quand même, c'est un régime de base qui n'est pas lié à des niveaux de revenus, mais qui permet d'accepter et d'assurer sur le régime de base toutes les personnes non affiliables à un régime obligatoire. La CMU complémentaire, vous le connaissez, je pense à peu près tous dans cette salle, c'est une complémentaire gratuite pour les personnes à très faible revenu, donc par rapport à des éléments de gradient social, à des éléments défavorisants. Là, on est sur la question du revenu, c'est ça la question que les législateurs ont décidé de mettre en avant. Donc 720 € par mois pour une personne seule, c'est un niveau de revenu largement en dessous du seuil de pauvreté, qui est autour de 960 €. Ça représente en France donc 5 300 000 personnes. 45% de ces personnes sont des jeunes de moins de 20 ans, qui sont principalement des ayants droit, et principalement des ayants droit de familles monoparentales. Et les chefs de famille de ces familles monoparentales sont à 60% des femmes. Voilà, donc on est dans la figure de la grande pauvreté que vous connaissez, famille monoparentale avec comme chef de famille une femme. Le coût total, la dépense engendrée qu'on gère, nous, c'est 2,1 milliards sur la CMU complémentaire. L'aide à la complémentaire santé est le dispositif qui a été créé en 2004 pour lutter contre les effets de seuil liés aux gens qui étaient juste au-dessus du niveau de revenu de la CMU complémentaire. Donc c'est un chèque, sous forme d'un chèque, qui aide à payer une complémentaire santé, qui jusqu'au 1er juillet permettait de payer n'importe quelle complémentaire santé, et je reviendrai sur la réforme qui a eu lieu depuis. Donc c'est pour les gens qui sont entre 721 et 973 €. 973 €, c'est à peu près le niveau du seuil de pauvreté pour une personne seule. 1,3 million de personnes aujourd'hui qui bénéficient d'une attestation pour un coût de 300 millions d'euros. L'aide médicale d'État que le fonds CMU ne gère pas, c'est à la fois une aide médicale de base et une assurance maladie de base, et une assurance maladie complémentaire pour les étrangers en situation régulière, avec là encore une condition de revenu qui est la même que celle de la CMU complémentaire. Alors, la question du jour, de cette séance, c'est bien le non-recours. Qu'est-ce que le non-recours ? Le non-recours renvoie à toute personne qui ne bénéficie pas d'une offre publique à laquelle elle pourrait prétendre. C'est une notion un champ d'étude qui est apparu assez récemment en France, dans les années 90, mais qui était étudié depuis bien plus longtemps dans les pays anglo-saxons, notamment notamment en Angleterre, où dès les années 30, des études sur le non-recours ont été mises en œuvre. C'est important le non-recours parce qu'effectivement, on peut avoir n'importe quel dispositif parfait qui existe. Si personne n'y recourt, évidemment, il n'atteindra jamais son objectif. Donc le plus beau dispositif de la Terre qui soit n'est efficace que si les gens y recourent. On va voir toutes les causes du non-recours, mais je voudrais aborder dès maintenant les conséquences qui ont en lien avec tout ce qu'on a vu sur les inégalités sociales de santé. Des conséquences directes pour la personne. Le non-recours, ça veut dire souvent un renoncement aux soins, puisque le principal enjeu de la CMU complémentaire, de l'aide à la complémentaire santé ou de l'ensemble de ces dispositifs, c'est de lever les barrières financières d'accès aux soins. Ces barrières financières qui sont un des éléments du recours aux soins, pas tous les éléments du recours aux soins, mais un des éléments du recours aux soins. Donc la CMU complémentaire permet d'accéder aux soins, permet de ne pas avoir, presque pas, de barrières financières à l'accès aux soins. Donc si on n'y recourt pas, on renonce aux soins. On estime qu'à peu près que la CMU complémentaire permet de diminuer par 2 le renoncement aux soins pour les populations ciblées. Et puis évidemment, le renoncement aux soins fait des décalages de soins, des états de santé dégradés qu'on a vus, qui ont été évoqués précédemment. Donc ça, c'est les conséquences pour les personnes. Les conséquences plus globales, c'est que c'est un facteur, certes c'est dans la petite partie offre de soins, etc., mais c'est quand même un facteur générateur ou en tout cas qui accroît des inégalités sociales de santé, qui existent par ailleurs, mais qui, dans l'offre de soins, les accroissent. Donc ça a un impact global en termes de santé publique. Si les personnes les plus pauvres sont mal prises en charge, les indicateurs globaux de santé publique d'un pays sont évidemment dégradés. Et puis, et là on l'a vu aussi ce matin, il y a un lien entre santé et insertion sociale, c'est-à-dire la petite flèche qui revenait de votre schéma, qui permettait de dire qui affirmait que l'état de santé dégradé a aussi des conséquences sur la position sociale de l'individu, son insertion professionnelle notamment,
Et le fait qu'on est un peu dans un cercle vicieux, ça a aussi des conséquences globales pour l'ensemble de la société. Alors, premièrement, la mesure du non-recours. Le non-recours, alors je voulais juste préciser avant, parce qu'il y a un sujet qui a été évoqué dans le petit film, qui est le refus de soins. Je ne l'aborderai pas, on pourra l'aborder en discussion. Le refus de soins, c'est le fait, même si on a un accès aux soins qui est facilité par la CMU complémentaire, c'est le fait que les professionnels de santé pratiquent de la discrimination en fonction de la couverture complémentaire, de la couverture sociale de l'assuré. Et donc effectivement, ces phénomènes de refus de soins existent. Ils sont débattus avec les professionnels de santé très fortement. Ils existent. On en a un témoignage ici. Ils ont été quantifiés par des testings dans les années 2000 et ils montrent qu'ils ne sont évidemment pas partout. Évidemment, par exemple, sur les médecins généralistes, ça arrive c'est très très rare, très très peu fréquent. Ils sont concentrés sur des médecins de secteur 2 dans des zones urbaines assez denses, assez riches, et puis aussi chez un certain nombre de chirurgiens dentistes qui effectivement ont des taux de refus de soins mis en avant par ces testings qui peuvent être significatifs. Je pense qu'on abordera ce sujet dans le débat. Sur le non-recours, les chiffres sont importants, c'est-à-dire effectivement c'est massif et on a des très beaux dispositifs, mais il y a beaucoup de personnes qui n'y recourent pas et c'est un vrai sujet, même si les chiffres sont à prendre avec précaution parce qu'ils sont assez difficiles à évaluer. Donc la population éligible, donc les personnes qui pourraient bénéficier de la CMU complémentaire, entre 5,8 et 7 millions de personnes en France. L'aide à la complémentaire santé entre 3,2 et 4,6 millions. Déjà, vous voyez qu'il y a des marges d'incertitude qui sont assez fortes, ce qui fait qu'il y a des taux de recours autour de 70% pour la CMUC, je vous ai mis les bornes, et puis entre 30 et 43% pour l'aide à la complémentaire santé. Ça veut dire qu'il y a des millions de personnes, en fait, parce que c'est ça, qui ne recourent pas à ces dispositifs et donc qui ont les conséquences qu'on a évoquées tout à l'heure, du renoncement aux soins, du décalage de soins et donc effectivement un impact sur leur santé. Ce qui fait que depuis un certain nombre d'années, et notamment depuis 2012, c'est devenu un sujet assez prioritaire pour les gouvernements avec un certain nombre de mesures qui ont été mises en œuvre. Je rappelle la limite des évaluations, de ces évaluations en termes de chiffres, des populations qui sont éligibles très nombreuses à ces niveaux de revenus. Il y a beaucoup de gens qui sont pauvres qui sont au niveau du seuil de pauvreté en France. Ça n'inclut pas les DOM, ces chiffres. On n'a pas de chiffres sur les DOM qui peuvent être rentrés dans ces évaluations. Il y a, pour les bénéficiaires de l'ACS, on se pose des questions sur un certain nombre de personnes qui pourraient être couvertes par des offres collectives. Et puis, il y a l'impact de la mesure de généralisation de la complémentaire santé qui va être à prendre en compte aussi. Mais néanmoins, les chiffres sont tellement massifs que de toute manière, on est sur un vrai fait important à prendre en compte. Les causes de non-recours, là, je m'appuie sur une typologie qui est celle de l'Odenor, l'Observatoire du non-recours, qui est une équipe de chercheurs qui travaille sur le sujet en France. Il y a 3 formes de non-recours. La première, c'est la non-connaissance. Évidemment, pour recourir à un droit, il faut le connaître, c'est le b.a.-ba. Et alors ici, je pense que évidemment tout le monde connaît ces 2 dispositifs, mais néanmoins, il y a des enquêtes qui sont faites. L'adresse, qui est la direction statistique du ministère, fait chaque année des enquêtes et elle pose la question, est-ce que vous connaissez à l'ensemble des Français, elle pose la question, est-ce que vous connaissez la CMU complémentaire? On s'aperçoit que c'est un bon niveau de connaissance, c'est une bonne notoriété quand même. 49% des Français ont une connaissance précise, 41% en ont entendu parler, donc ça fait à peu près 90% des Français qui connaissent. Pour l'aide à la complémentaire santé, c'est beaucoup plus faible. 12% des Français savent ce que c'est, à peu près, et 17% en ont entendu parler. Voilà, c'est un premier élément. La notoriété de l'ACS est très inférieure à celle de la CMU complémentaire. Deuxième forme de non-recours, c'est la non-demande. On sait qu'il y a un droit auquel on pourrait être éligible, mais on ne va pas le demander. Plusieurs raisons. Le manque d'intérêt du dispositif, j'y reviendrai, mais sur l'ACS, c'est un vrai sujet. Pour la personne concernée, le dispositif n'est pas forcément d'un intérêt général. L'estime de soi, on l'a vu tout à l'heure, mais effectivement, le fait de faire une démarche sociale, il faut être dans une
estime de soi suffisante pour faire cette démarche. Le découragement devant la complexité des démarches administratives, c'est ce qu'on a vu dans le témoignage. Il faut toujours un papier, quand effectivement on étudie des ressources, il faut les ressources sur les 12 derniers mois. Les ressources sur les 12 derniers mois, quand on est dans des situations sociales difficiles, c'est effectivement 10, 20, 30, 40 feuilles de paye quand on a des multi-employeurs. C'est courant, hein, c'est pas des situations spéciales là, dont je parle. Difficulté d'accessibilité, même physique, c'est-à-dire qu'effectivement, moins il y a de caisses primaires d'assurance maladie qui permettent de faire l'étude des dossiers, et plus il est difficile d'accéder au droit, parce que c'est toujours bien d'être accompagné, d'être en face d'un conseiller de l'assurance maladie pour remplir son dossier. Et puis les craintes de stigmatisation, là encore on l'a vu, le refus de soins, ça existe, et puis ça a des conséquences délétères sur le moyen terme. C'est-à-dire que être stigmatisé avec la carte CMU complémentaire est effectivement des choses que les gens préfèrent refuser, font les choix de ne pas aller vers le droit plutôt que d'avoir cette stigmatisation. Et puis la troisième forme de non-recours, c'est la non-réception, c'est-à-dire qu'on fait la démarche et puis on ne va pas jusqu'au bout de la démarche pour diverses raisons. Abandon de la demande, notamment choix d'un assureur complémentaire, ça c'est pour l'ACS, c'est-à-dire les gens vont demander le droit, ils ont leur attestation et puis après ils doivent choisir un assureur complémentaire pour envoyer le chèque qui permet de bénéficier de la remise sur le coût. Ils vont pas jusqu'au bout pour diverses raisons qu'on verra, mais c'est seulement 80% des gens qui ont fait la démarche pour bénéficier de l'ACS vont jusqu'au bout, c'est-à-dire vont jusqu'à jusqu'à l'achat d'une complémentaire. Puis autre facteur de non-réception, finalement je rentre dans le droit mais je n'adhère pas à la proposition, ça convient pas à ma situation. Et puis ça existe aussi le dysfonctionnement du service prestataire, une caisse d'assurance maladie qui fonctionne mal, un dossier perdu, etc. C'est pas massif, c'est même très anecdotique, mais néanmoins ça existe, c'est long et puis ça permet des gens ne vont pas jusqu'au bout. Alors, face à ça, quelles sont les politiques qui ont été mises en œuvre ? J'en ai identifié 3. Premièrement, des réformes profondes de dispositifs. On va voir la réforme de l'ACS juste après parce qu'elle aborde un certain nombre de sujets transversaux. Il y a eu le plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et pour l'inclusion sociale aussi, qui n'a pas réformé en profondeur les dispositifs, mais qui a revalorisé les plafonds de revenus pour permettre d'accueillir le plus de gens possible dans ces dispositifs. Autre type de politique, c'est des politiques de simplification et d'automatisation. Il y a toujours des travaux en permanence sur les formulaires de demande. Alors j'y reviendrai sur les limites de ces travaux-là, parce que tant que les droits restent compliqués, il va être très difficile à simplifier un formulaire de demande. Tant qu'on demande une étude de ressources très précise, il faut avoir le formulaire de demande qui permettent d'identifier ça. Mais néanmoins, il y a toujours des travaux et des mises à jour assez récurrentes des formulaires de demande pour qu'ils soient le plus simples et le plus compréhensibles possible. D'autres travaux sur les croisements de fichiers entre administrations. Donc ça sert à la lutte contre la fraude. Mais justement, l'un des enjeux, c'est d'arriver à s'en servir pour la lutte contre le non-recours au droit. Donc, par exemple, les caisses d'allocation familiale, chaque mois, envoient des données à l'assurance maladie pour que l'assurance maladie puisse faire des démarches actives vers les potentiels demandeurs. Et donc là, il y a des démarches d'envoi de courrier automatique. Chaque mois, je crois, c'est 80 000 courriers qui partent automatiquement des caisses primaires d'assurance maladie pour tenter de proposer aux gens le bénéfice soit de la CMU complémentaire, soit de l'ACS. Autres travaux, le rendez-vous des droits, c'est-à-dire que des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'allocation familiale, font des rendez-vous des droits pour cerner l'ensemble des droits. Et effectivement, mettre de la santé partout, c'est aussi de mettre de la santé dans les titres de droit. Quand on va chercher un droit RSA, on sait que les bénéficiaires du RSA peuvent être bénéficiaires de la CMU complémentaire. Ils ont une présomption de bénéfice. Donc il faut, à ce moment-là, faire aussi l'étude du droit CMU complémentaire pour qu'on y recourt davantage. Et puis voilà, il y a plein d'autres outils qui sont développés, des campagnes de communication, un site dédié, des comparateurs d'offres, des simulateurs de droit. Tous ces outils permettent aussi d'enrichir l'information, de la simplifier et de convaincre les gens à adhérer à ces dispositifs, à rentrer dans ces dispositifs.
Autre élément d'amélioration de l'information, des automatisations de renouvellement, des mobilisations de partenaires, c'est ce qu'on a fait récemment sur la campagne ACS, et d'ailleurs le Secours populaire français s'est inscrit, ainsi que la Croix-Rouge française, et je dis les gens que j'ai croisés ce matin, et puis un ensemble d'autres partenaires, pour relayer des informations sur les nouveaux dispositifs, et l'aide à la complémentaire santé, la réforme de cette aide a été un moment pour le faire. Je fais un petit focus sur l'aide à la complémentaire santé. Vous l'avez vu, un très fort taux de non-recours. Pourquoi ? D'abord parce que le dispositif n'était pas bon. Très mauvais rapport qualité-prix des contrats souscrits. C'est-à-dire, donc, c'est une aide au paiement d'une complémentaire santé, je le rappelle. Et les gens qui achetaient qui avaient disposé de cette aide, ils achetaient des complémentaires santé qui étaient de très mauvaise qualité. Je donne juste un chiffre. 43% des bénéficiaires choisissent un contrat de la catégorie la plus faible d'un point de vue qualitatif. Donc, les contrats de complémentaire santé, on les classe en A, B, C, D, E, E étant le plus bas et A étant le meilleur. Eh bien, 43% des bénéficiaires choisissaient un contrat de qualité E pour l'ACS. Le reste de la population, c'était 22% pour la population qui était non ACS. Donc, globalement, c'est des contrats qui vous couvrent très mal. Quand ces contrats vous couvrent très mal, vous avez des restes à charge sur les prestations qui sont importants, puisque vous n'êtes pas remboursé ou vous êtes mal remboursé. Ce qui fait que les gens qui arrivaient à aller jusqu'à l'ACS, finalement ils achetaient des contrats quand même, c'est-à-dire il y a un reste à charge pour eux à ces niveaux de revenus qui sont quand même importants, et d'autre part ils étaient mal remboursés. On était dans une espèce de double peine, ce qui fait que les gens ne revenaient pas vers le droit une fois, si jamais ils y étaient arrivés, ils n'y revenaient pas, pour une partie d'entre eux évidemment. Autre élément important sur l'ACS, il n'y avait pas de panier de soins, il n'y a pas de panier de soins prédéfini, les dépassements d'honoraires étaient possibles, l'avance de frais et de franchise, l'avance de frais n'existait pas, il y avait avance de frais, il n'y avait pas de tiers payant généralisé pour les bénéficiaires de l'ACS, et les franchises, elles aussi, étaient pratiquées pour les bénéficiaires de l'ACS. Et puis dernière chose qu'on a vue, et ce qui est encore le cas, faible notoriété du dispositif et faible lisibilité. Donc au 1er juillet, il y a une réforme profonde qui commence à aboutir au 1er juillet, mais qui a été commencée avant, avec un appel d'offres qui a été passé par les services de l'État pour sélectionner 3 contrats, 3 niveaux de contrats, 3 paniers de soins de niveau de qualité, ce qui fait que il y a 11 organismes complémentaires 11 offres qui ont été retenues, avec des diminutions de prix autour de 30%. Donc là, on a des prix avec des niveaux de qualité déterminés qui sont importants. Le choix est plus simple, seulement 11 offres qui ont été retenues, et puis une transparence des coûts pour les bénéficiaires. Quand ils achètent une complémentaire santé, c'est la chose, je pense, c'est un des achats les plus complexes qui existent. Moi, je ne sais pas acheter une bonne complémentaire santé. Eh bien là, premièrement, ça a été certifié par des paniers de soins. Deuxièmement, vous savez le coût total que ça vous coûtera pour l'ensemble de votre famille. Et puis, il y a eu un certain nombre d'autres avancées, d'autres alignements avec les avantages de la CMU complémentaire, donc tiers payant généralisé. C'est dans le cadre de la politique de tiers payant généralisé lancée par le gouvernement qui a commencé depuis le 1er juillet par les bénéficiaires de l'ACS. Le droit au tarif opposable chez les médecins, y compris chez les médecins de secteur 2, notamment chez les médecins, pour les médecins de secteur 2, Donc depuis 2013, là, ça a été mis en œuvre. Donc plus de dépassement d'honoraires pour les bénéficiaires de l'ACS, et puis exonération des franchises depuis le 1er juillet pour les bénéficiaires de la CMU complémentaire, de l'aide à la complémentaire santé. Voilà, donc l'ACS a été profondément réformée et vous avez vu, on a essayé de jouer sur l'ensemble des leviers. Alors, juste pour conclure et pour ouvrir le débat sur le non-recours et plus généralement sur l'accès aux soins et aux droits, beaucoup de causes de non-recours sont elles-mêmes incluses dans des décisions politiques, législatives ou budgétaires. C'est-à-dire que faut pas être naïf. Le non-recours existe parce que il existe dans la société. Et il y a des choses qui sont compliquées par nature et la couverture sociale est compliquée par nature. Mais néanmoins, et je pense que ce sera abordé dans le débat, il y a des décisions politiques qui font que c'est compliqué. Les conditions d'éligibilité, c'est la première cause de complexité. Et ça, c'est le législateur qui le décide. C'est le législateur qui définit les critères d'éligibilité. Et on sait que plus il y en a, plus effectivement sont des mini-barrières du recours au droit. Alors, des mini-barrières telles que les conditions d'éligibilité de ressources, avec des subtilités et des précisions qui font que, évidemment, celles de la CMU complémentaire et de la CS sont les mêmes, mais c'est pas les mêmes que celles du RSA, mais c'est pas les mêmes que sur les aides sociales au logement, etc. Chaque dispositif a sa propre acception de l'étude des ressources. Sans parler des conditions d'éligibilité
de choses un peu plus massives comme la CME complémentaire d'une part, l'aide médicale d'État d'autre part, avec donc des étanchéités entre ces deux dispositifs alors qu'ils sont très proches, et effectivement une volonté d'étanchéifier un certain nombre de dispositifs. Lutte contre la fraude, là aussi je voulais en parler parce que effectivement la lutte contre la fraude qui est toujours mise en avant pour et c'est normal, pour assurer et assumer la légitimité des dispositifs, ça peut avoir aussi comme conséquence un non-recours au droit. Quand vous, pour des causes de stigmatisation ou autre, quand on est dans ce débat-là, tout ce qui est mis en avant de lutte contre la fraude, avec y compris sur des formulaires, attention si vous déclarez de manière illégale un certain nombre de choses alors que les éléments de déclaration sont très complexes, et bien évidemment ça peut induire aussi du non-recours. Il y a des débats budgétaires aussi. Le recours au droit, ça coûte cher. Si les 100% de gens qui ont droit à la CMU complémentaire y recouraient, on devrait effectivement augmenter le budget du fonds CMU. Donc ça coûte cher. Donc là aussi, il y a des débats au niveau de l'État, entre les Bercy, les services dépensiers, pour savoir qui met en œuvre, qui a raison sur un certain nombre de choses, notamment l'automatisation. On pourrait automatiser beaucoup plus un certain nombre de dispositifs, et c'est vrai que ça coûte cher, et c'est vrai que donc il y a des débats et des arbitrages qui sont pris et qui limitent un peu les avancées sur ces sujets. Et puis, autre élément de coût, le financement de l'accompagnement social vers les dispositifs est lui aussi limité. Vous savez, les caisses primaires d'assurance maladie, les CAF et autres sont dans une relation contractuelle avec l'État, avec des conventions d'objectifs et de gestion qui limitent les moyens budgétaires, ce qui est dans des logiques de bonne gestion aussi tout à fait entendable. Néanmoins, évidemment, les arbitrages sont toujours à débattre sur combien de personnes on met sur l'accompagnement social. Et or, pour aller vers le droit, il faut effectivement, dans beaucoup de cas, et vous le savez et vous le vivez au quotidien, accompagner les gens vers le droit. Et accompagner les gens vers le droit, ça coûte cher, puisqu'il faut des gens derrière, et donc c'est aussi des éléments d'arbitrage qui sont à débattre politiquement, au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, et puis c'est pour ça qu'il est intéressant, je pense, d'en parler ici. Je voulais finir, alors ça va être, je pense, l'ancienne de la journée, en parlant des 70 ans de la sécurité sociale, mais effectivement, l'idée initiale de régime unique, universel, qui était dans les débats initiaux, au moins du Conseil national de résistance et des ordonnances du 4 octobre 45, un peu moins, mais même si l'objectif y était. La segmentation, c'est toujours moins efficace que l'universalité, pour des raisons techniques. L'assurance complémentaire, si vous la segmentez, eh bien, il y a des phénomènes d'antisélection ou de sélection adverse qui font que vous renforcez les coûts. Ça, c'est un premier élément, et donc c'est pas efficace. Mais deuxième chose, l'universalité, ça permet à l'ensemble des gens d'adhérer au système, et puis ça permet aussi de simplifier. Si tout le monde a accès à un système unique, eh bien, premièrement, vous n'êtes pas stigmatisé, vous ne portez pas une carte CMU, et donc vous n'êtes pas stigmatisé. Vous n'êtes que dans un système global qui prend en charge un peu spécifiquement les gens qui ont des niveaux de revenus bas, mais vous êtes dans un système global. Créer des dispositifs segmentants, y compris la CMU, ça a été le choix à l'époque, mais effectivement c'est aussi une complexité supplémentaire et une non-universalité qui fait que, à l'heure où on célèbre les 70 ans de la sécurité sociale, je pense qu'effectivement, et là je suis sur des voies de moyen terme, plus on va vers des systèmes universels et uniques pour tout le monde, les mêmes pour tout le monde sur la protection sociale, plus on luttera contre le recours au droit. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette intervention. On a 5 minutes de questions-débat. S'il y a des questions dans la salle, je vous en prie. Merci beaucoup pour cet exposé fort intéressant et les conclusions que vous avez apportées. Votre réflexion sur l'assurance maladie introduisent la question qui me venait à l'esprit depuis le début de cette matinée. Le droit universel à la santé ou d'accès à la santé ou à la protection pour apporter les correctifs apportés par M. Mattei est un droit reconnu constitutionnellement. Il est universel. Or, il est contrarié d'une certaine mesure par la construction législative de notre système de protection sociale et en particulier de l'assurance maladie.
l'assurance maladie, cette merveilleuse invention, a été fondé sur le travail. Donc il est d'emblée structurellement limitatif. Donc ce droit a été corrigé par la création de dispositifs spécifiques, particuliers, pour tous ceux qui n'étaient pas éligibles au système de ce système de protection dit universel et qui en réalité ne l'était pas. Ce qui conduit naturellement à ce que vous avez signalé, c'est-à-dire un droit dégradé en réalité et qui stigmatise et qui par ailleurs est d'un coût astronomique. Prenons l'exemple de l'AAH. Un bénéficiaire de l'AAH touche 800 € par mois. Vous voyez donc les conclusions. C'est qu'il n'a pas le droit à la CMU-C. C'est une restriction majeure. C'est que lorsque les CAF, gestionnaires de cette allocation, pour une raison bureaucratique toute simple, suspendent provisoirement ces droits, ça suspend automatiquement les droits à l'assurance maladie. C'est-à-dire que les dispositifs spécifiques qui sont destinés à aligner les bénéficiaires sur le régime général ont en réalité pour effet de stigmatiser et de réduire ces droits. Donc votre conclusion, tout à fait intéressante, devrait conduire le législateur à avoir le courage de dire « Revenons au principe du caractère universel de l'assurance maladie et supprimons ces dispositifs spécialisés et supprimons les complémentaires. » Vous savez que les complémentaires santé ont un coût de gestion, c'est les économistes de Dauphine qui l'ont calculé, 7 milliards pour la gestion des mêmes dossiers pris en charge par l'assurance maladie. Donc le coût que vous avez signalé effectivement des excès, des abus, c'est un peu scandaleux quand même. Je sais que vous ne le prenez pas pour vous. Mais ce coût-là, minime, n'est rien par rapport au coût de la bureaucratie de notre système de protection sociale double. Bon, je pense que c'est convergent avec ce que je dis. On est dans le 70e anniversaire, donc ça nous permet de relire les textes. Dans le Conseil national de la résistance, le programme complet de sécurité sociale, c'est bien pour tous les citoyens, c'est pas pour les travailleurs. Et dans les ordres, donc ça répond à cette universalité. Dans les ordonnances de 45 qu'on célèbre, c'est effectivement les travailleurs, mais la cible de tous les citoyens y est évoquée dans l'ordonnance. Donc cette vocation à l'universalité, elle existe dès le départ. Des systèmes totalement universels tels que le système anglais, on a vu les résultats en matière d'inégalité sociale de santé. Il y avait sur vos schémas, l'écart est bien moins grand en matière d'inégalité sociale, parce qu'effectivement, dès la base, c'est un système, comme on dit, beveridgien, qui a été construit par l'impôt et avec une vocation d'universalité. Dès la base, l'ensemble des personnes sont incluses dans un système, certes beaucoup plus régulé, on va dire, beaucoup plus organisé, mais sont incluses dans ce système-là, et donc ça génère moins d'inégalité sociale de santé. Voilà, donc l'universalité, oui, je maintiens que ça reste effectivement un facteur de lutte contre les inégalités sociales de santé majeures. Très bien. Maintenant, la parole à notre ami, oui, allez-y. Docteur Sopena, médecin généraliste récent retraité dans le 18e. Je rebondis une seconde sur la généralisation de la Sécu. Il est particulièrement paradoxal de lier la généralisation des complémentaires au travail et au travail stable dans une société où il y a un chômage et une précarité qui augmentent. On est honnêtement, on marche sur la tête. Les gens sont à la fois plus chômeurs et plus précaires, et leur demander, lier la complémentaire à ça, c'est faire vraiment fausse route. Je voudrais revenir sur une chose qui est une honte de nos professions. Vincent n'en a pas parlé longtemps, mais c'est vrai que le refus de soins est quelque chose de honteux et qui, moi, me marque. Dans mon 18e arrondissement, je ne vais pas vous faire la liste, mais le nombre de spécialistes qui acceptaient de prendre des gens à la CMU, on les comptait dans certaines spécialités sur les doigts d'une seule main. Or, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de testing.
Il suffit que la sécurité sociale regarde sur les relevés d'activité des médecins du 18e arrondissement, dans le 18e. Si vous avez 0% de CMU, vous pouvez faire je ne sais pas quelle technique de sélection et de refus, c'est que vous refusez des soins. Vous n'avez même pas besoin d'envoyer un testeur, vous avez juste besoin d'analyser les feuilles de soins. C'est donc extrêmement facile, ça n'est pas sanctionné, ça n'est pas poursuivi, ça n'est pas menacé, et ça a un deuxième effet, c'est la dame avec son foulard qui expliquait très très bien qu'elle était stigmatisée par ce refus, et que ce refus, non seulement on ne la soignait pas, mais on lui faisait honte de demander à être soignée. Je crois que c'est vraiment quelque chose de honteux sur lequel on a besoin de poursuivre, de sanctionner et de donner de la publicité à ces sanctions. Un tout petit point sur l'ACS qui est mal connu. Dans la nouvelle loi, pour ne pas avoir de dépassement sur les honoraires, il n'est pas nécessaire d'avoir l'ACS, c'est-à-dire d'avoir payé tous les mois, ce qui n'est pas facile pour ces moyens pauvres, ceux qui sont trop riches, si on peut dire pour la CMU, trop riches à 722 € par mois, c'est pas très très riche, mais qui n'ont pas des statuts sociaux suffisamment fixes pour se dire je vais payer tous les mois mon ACS. Par contre, le simple fait d'avoir droit à l'ACS devrait permettre, si les textes étaient appliqués, ce qui n'est pas le cas, à tous les bénéficiaires d'une attestation d'avoir le droit à l'ACS, de ne pas avoir de dépassement en termes de dépassement d'honoraires, ce qui serait tout à fait considérable. Et puis enfin, si on commençait à s'intéresser aux tarifs des dentistes, on améliorerait la santé des dents françaises et la santé de leur estomac et la santé de leurs infections. Et là, vraiment, il faut qu'on finisse par faire quelque chose. Je ne sais pas comment ils font pour passer à travers les gouttes, mais c'est insupportable. Si. Juste une petite réponse technique sur l'ACS. Depuis le 1er juillet, quand vous bénéficiez de l'attestation, donc sans aller jusqu'au bout de la démarche, vous recevez une nouvelle carte vitale en fait, et sur cette carte vitale, la mention ACS y est, ce qui a évidemment l'inconvénient de stigmatiser encore, mais bon, néanmoins, dans un premier temps, ça permet d'accéder à l'ensemble des droits ACS, y compris l'interdiction des dépassements d'honoraires. Donc là, le médecin est quand même plus en difficulté s'il souhaite le faire, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui connaissaient pas l'ACS, donc beaucoup de gens ne connaissent pas l'obligation non plus de ne pas pratiquer des dépassements d'honoraires. Là, quand même, il faut le faire et c'est topé dans la carte vitale. Voilà, sur les refus de soins, je pense qu'il y a le docteur de Serre qui sera là cet après-midi aussi. Et je reviens pas sur le sujet. Juste politiquement, une seconde. Politiquement, le fait de taper et d'avoir des éléments très coercitifs n'ont jamais été mis en place. C'était dans la loi HPST. Et puis là, le gouvernement, dans la loi de santé, n'a pas mis un dispositif très coercitif. Donc, il y a une réalité économique sur le sujet, pas économique, une réalité politique sur le sujet qui fait qu'aujourd'hui on en est là. Nous, on essaye de travailler avec une approche sociologique. Donc, au fond, CMU, on a lancé avec Caroline Després qui est dans la salle un travail de fond sur non pas le recours, le refus de soins, mais sur la vision sociale. La vision de la précarité par les médecins pour comprendre les facteurs, voilà, pour comprendre ces sujets-là. Et donc, voilà, c'est plus une démarche de ce type-là que nous, on lance en tant que Fonds CMU. Très bien. Je vous en prie. Ça y est ? Bon. On a respecté donc le temps de parole. Et maintenant, on va passer à la table ronde. Et je demande à notre amie Patricia Lecorvic, le Secours populaire, d'intervenir.